Bonjour et bienvenue pour l'épisode 195 du Gaïcast. Ou 195 en français. Ou épisode 2 et saison 2. Ça dépend de quelle saison vous parlez. Oui, de quelle numérotation. La deuxième série de Gaïcast. Voilà, c'est ça. Je suis avec Marie. Bonjour. Et aujourd'hui, on va parler d'un double épisode. Le règne des Cybermen. Et non pas Revelation of the Cybermen. Et en anglais, c'est Rise of the Cybermen. Et l'autre épisode, c'est Age of Steel. Voilà, donc double épisode. Premier et double épisode de la saison 1. Oui. Ce n'est pas le seul, puisqu'il va y en avoir un juste après. En fait, techniquement, il y a 3 doubles épisodes parce qu'il y a le double épisode final et il y a le double épisode avec The Satan Pit. Ah, c'est vrai. Oh mon dieu, j'ai complètement oublié. Donc il y a 3 doubles épisodes. Ouais. Sauf que là, on voit, après la saison 1 qui avait montré le retour des Daleks. Cette fois-ci, c'est le retour des Cybermen. Et d'ailleurs, oui, si je peux exprimer une certaine frustration... Juste après. Ouais, d'accord. Parce que d'abord, les côtés techniques. La réalisation des 2 épisodes, on la doit à Graham Harper, seul réalisateur de la série classique à avoir travaillé sur la deuxième série. C'est vrai ? Ouais. Ouais, ben. Le scénario est de Tom McRae. Et le premier épisode a été diffusé le 13 mai 2006 sur BBC One et le 11 janvier 2007 sur France 4. Et le deuxième épisode a été diffusé le 20 mai 2006 sur BBC One et le 18 janvier 2007 sur France 4. Donc littéralement, les Français ont eu une semaine d'écart entre les deux, comme les Anglais. J'allais dire une bêtise. et donc, d'abord, avant de dire ta frustration, résume-nous un peu l'histoire. Le docteur et Rose papotent tellement dans le TARDIS qu'ils ont oublié Mickey. Et ce qu'il y a, c'est que le docteur, il avait demandé à Mickey d'appuyer sur un bouton. Et il lui a demandé de rester appuyé sur le bouton, mais il a complètement oublié de lui dire d'arrêter d'appuyer sur le bouton. Donc Mickey, ça fait 2 heures qu'il a le doigt appuyé sur le bouton. Oui. Et ça sature un peu le TARDIS, qui pète un câble et se barre dans une autre dimension, en perdant toute son énergie au passage. Il passe à travers une faille, en fait. C'est ça, oui. Mais il pète un câble quand même. Ouais. Il meurt. Il meurt. Ouais. Le TARDIS meurt. Repose en paix. Sauf un tout petit morceau qui a l'air d'avoir un tout petit cristal qui a l'air d'avoir survécu. Donc ils sont dans une dimension parallèle où il y a des éplins dans le ciel et où, fait très intéressant qui est surtout pour Rose, le père de Rose est toujours en vie. Ouais. Oui. Et il a gagné de l'argent avec sa boisson énergétique qu'on voit dans la saison 1 d'ailleurs. Tout à fait, oui. Vitex. Vitex, oui, il est devenu riche. Et il n'est pas le seul, puisqu'il y a un autre milliardaire qui semble avoir pris le contrôle d'à peu près tout ce qui se passe. Parce qu'au lieu de smartphone, les gens ont maintenant plutôt des petites oreillettes. Des AirPods. Ouais, ça, ils ont des AirPods, sauf que les AirPods sont presque greffés à leur oreille et ça leur permet d'avoir toutes les infos en direct et tout. Moi, ce qui m'éclate, c'est l'évolution de la technologie, parce que je me rappelle que quand je voyais l'épisode, désolé de te couper dans ton résumé, mais on trouvait ça vachement petit, tu sais, vachement futuriste. Et maintenant, quand on voit la taille d'un AirPod et ce que c'est capable de faire, tu te dis... Ah ouais, quand même. Ouais. Alors, qu'est-ce que je voulais dire comme ça ? Ah oui, et en fait, il se sert de toute cette technologie pour faire du transhumanisme, en fait. Ouais. En quelque sorte, un peu poussé un peu à l'extrême. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Et en gros, il recrée les Cybermen. Ou plutôt les Cibusmen, vu que c'est la société Cibus. Ouais, c'est un peu le surnom qu'ils auront par la suite. Parce qu'ils ont un design légèrement différent des autres. En fait, c'est pour les désigner, on va les appeler les Cibusmen, ouais. Ils n'ont pas la même origine story que les autres Cybermen, donc c'est normal, quoi. En gros, ça refait une nouvelle origin story des Cybermen, mais à la Dalek. Ouais. Mais c'est quoi ta frustration, en fait ? Ah, c'était quoi ? Ah oui, c'est ça. En fait, pendant tout le premier épisode, je trouve que c'est vachement bien fait, qu'en fait, on ne voit pas les Cybermen, on ne fait qu'à peine les deviner. Et encore, si t'as pas vu la série classique et que c'est la première fois que tu regardes Doctor Who, à ce moment-là, tu peux pas percuter que c'est des Cybermen. Mais l'épisode s'appelle Rise of the Cybermen. Oui, c'est vrai que c'est un peu une déception. Alors que le suspense tient pendant tout l'épisode, quoi. Tu les vois qu'à la fin. On les voit vraiment qu'à la fin, c'est le dernier plan du premier épisode, je trouve.
Des fois, il y a des titres, alors qu'ils auraient pu mettre Age of Steel en premier, Rise of Cybermen en deuxième. Ouais, c'est vrai. Ça aurait tout à fait fonctionné en fait. Mais bon. Ouais, c'est vrai, j'avoue que le choix du titre est un peu bizarre. Surtout que, à mon avis, je vais pas regarder, mais je suis sûr que l'annonce des Cybermen avait déjà été faite à Mais oui, l'époque. Je certainement. suis à peu près sûr. Et Je pense même que le ouais. design avait déjà été montré avant même l'épisode. Oui, ça c'est fort possible, oui, c'est pas la question, mais c'est juste dommage. Voilà. Ouais. Donc, dans le casting, je disais que donc Graham Harper était un réalisateur de la série classique. Et attention, pas l'un des moindres. Je vais juste reprendre sa filmographie parce que je ne garde pas les filmographies de réalisateurs de Doctor Who en tête. Voilà, il a quand même réalisé The Cave of Androzani. Ah oui, oui, qui est considéré encore maintenant comme l'un Comme des l'une des meilleures. Ouais, Et voilà, il a d'ailleurs réalisé Revelation of the Dalek aussi. Ah, Je dont ne on sais- parlait tout à l'heure. J'étais pas sûr. Et c'est tout, mais il a travaillé aussi, il avait travaillé Doctor Who beaucoup de Oui. fois. Donc, Mhm. il n'a pas travaillé que sur deux histoires avant, il a travaillé sur d'autres choses, mais à d'autres postes en fait. D'accord. Et c'est pas le seul à avoir travaillé d'ailleurs Oui. dans Revelation of the Dalek, c'est toi qui as cherché. Oui, justement, parce que il y avait un personnage secondaire enfin, secondaire important, on va dire, c'est pas un figurant, qui est l'un des amis de Lumik, le scientifique fou qui crée les Daleks, et qui lui est fidèle très longtemps d'ailleurs, Monsieur Crane, qui est joué par Colin Spaull, et autant son nom me disait rien, autant sa tête me disait vraiment quelque chose. Alors il a fort vieilli, mais c'est l'un des personnages effectivement de Revelation of the Dalek. Effectivement. Voilà. Et Revelation of the Dalek, on a fait un Gaïcast là-dessus, donc vous pouvez revenir dans le passé et Ah, l'écouter. c'est vrai. Je ne sais plus ce qu'on disait exactement. Ouais. Moi, j'en garde quand même un bon souvenir parce que je trouve que malgré quelques trucs un peu bizarres, Ah notamment oui, le cliffhanger avec la pierre tombale du docteur qui lui tombe dessus alors qu'il est en Oui. polystyrène, quoi. oui, c'est vrai. Oui. Mais mis à part ça, je trouve que c'était quand même une histoire assez intéressante. Oui. À part ça, on a quand même le retour de Sean Dingwall en Pete Tyler, Oui, donc comme saison 1. qui n'est pas celui donc mort de la dimension de Rose, hein, Non, c'est non. une autre version. Oui. Alors nous avons aussi Noel Clark qui joue à la fois Mickey et Ricky. Et Ricky. Mickey et Ricky. Je pense qu'on peut direct dire un truc, parce que si vous n'avez pas vu l'épisode depuis longtemps, vous avez probablement oublié, même si honnêtement c'est quelque chose qui vient en tête automatiquement, c'est que Ricky est gay dans la dimension parallèle. Oui, moi qu'il est honnêtement censé ça être m'avait pas semblé si évident. Parce qu'il est censé être en couple avec son pote, justement, avec qui il forme Jake. les parish. Non, c'est les... Ouais, je sais plus. Enfin, je sais plus comment c'est en français d'ailleurs, j'ai complètement oublié la VF de cet épisode. Et en fait, c'est révélé dans une scène coupée. Donc moi, je l'ai toujours eu en tête parce que j'avais vu les scènes coupées assez tôt, rapidement. Mhm. Donc je l'avais compris. Vers la fin du deuxième épisode, dans le deuxième épisode, tu peux comprendre qu'il y a une relation entre les deux spéciale, mais c'est pas explicite, quoi, Non, en c'est fait. pas explicite du Si tout. tu le sais pas, tu le vois pas. Mais Mm. effectivement, il y a une scène coupée qui le montre. Et ce qui est Donc, marrant, c'est qu'en sachant ça, Mickey choisit quand même de rester avec. ouais, mais justement, c'est pour ça qu'il dit je serai jamais Ricky. Ah, c'est vrai, oui, t'as raison. En fait, Enfin bref, oui. cette phrase, elle a un impact un peu plus important. Si tu le sais, oui. Ouais, si tu le Mm. sais, en fait, ça appuie plus le fait que tu comprends en fait pourquoi l'autre est. Enfin, la frustration de l'autre et le fait qu'il soit pas content que Ricky soit mort Oui, n'a pas le même impact en fait. oui, oui. Parce Je vois ce que tu veux même dire. si ça reste son meilleur pote, c'est un peu plus. Mm. Donc c'est pour ça. Euh, c'est un double épisode en le revoyant, je l'aimais bien ce double épisode. Moi, j'en Mais- avais plus beaucoup souvenir à part. Tu sais, il y a une seule chose dont j'avais souvenir, c'est que Rose était un chien dans Oui, la ça, dimension oui. parallèle. C'est la seule chose dont je m'étais souvenu. Parce que, en fait, je ne l'ai pas revu depuis. Ça fait partie de ces épisodes, comme le précédent, que je n'ai pas du tout revu. Ouais. Donc, voilà. Mais par contre, le truc qui m'a frappé aux yeux, Mhm. c'est qu'en fait, il a pas fait les Cybermen, il a refait les Daleks. Mais c'est ça, oui. C'est ça, ils ont l'origine story des Daleks. Et en plus, il a quand même réussi à mettre un... franchement,
Il peut dire maintenant, hein, mais il a quand même encore réussi à faire un méchant fauteuil roulant. Je sais, il y a une justification. Alors, Mais quand oui, même, un alors, tu sais méchant quoi? handicapé, Alors, tu sais quoi? Alors, j'en peux plus, quoi. oui, effectivement, parce que c'est vrai qu'avec les épisodes dernièrement, notamment le mini-isode de Children in Need où RTD nous a fait un gros Speech. speech sur le handicap, un Très peu émouvant. maladroit. Très émouvant. Ouais. Pardon. Non, mais un peu maladroit. Euh, En fait, je sais qu'il y a pas mal de gens qui parlaient de le patron de Cibus, j'ai oublié son nom soudainement, Oui. John Lumick. John Lumick, voilà, qui est en fauteuil roulant. Et je sais que la justification était due au fait que l'acteur s'était cassé la jambe. Oui. Figure-toi que dans un des bouquins que j'ai lu, apparemment, dans le scénario, il était bien censé être en fauteuil roulant quoi qu'il arrive. Mais non. Si. Donc, j'ai pas eu le temps de chercher plus. Je ne sais pas s'il y a un scénario qui est disponible ou si. Il faudrait que je me creuse un tout petit peu plus, mais je suis pas sûr que la formation soit facilement accessible. Mais, Honnêtement. ce qui me semble logique, parce que finalement, quand on y pense, même s'il n'avait pas été en fauteuil roulant, il avait quand même ce problème de santé, de respiration. Ouais. Et parce que la conclusion de son personnage, c'est qu'il finit vaguement étouffé, même. Ah Ouais. non, non, oui, si. Non, il finit pas comme ça, mais c'est Si, comme en ça fait, qu'ils essayent de le tuer. Voilà, ils essayent de tuer une première fois en l'étouffant. Mm. Mais du coup, bah oui, quoi qu'il arrive, même s'il était sur ses deux jambes, il avait quand même un problème de santé handicapant. Donc, En fait, c'est là qu'on voit, encore une fois, on va pas revenir sur le débat, et c'est pour ça que le discours de RTD était problématique pour les personnes handicapées. C'est parce qu'en soi, dans l'histoire, que ce soit pour Davros, qui a une justification, même si elle n'est pas principale dans l'épisode, dans ce double épisode, elle est beaucoup plus mise en avant et beaucoup plus utilisée dans le scénario. Oui. En soi, John Lumick est une personne qui va mourir, mhm, qui cherche désespérément, avant de mourir, de devenir éternel, tout à fait. de pareille manière. C'est en plus un scénario qui existe réellement dans l'histoire, qui a été documenté plus d'une fois, de personnes qui sont sur leur lit de mort et qui décident de se tourner vers la religion soudainement alors qu'ils n'ont jamais pas été du tout croyants, Oui. ou Ah, c'est quoi que ce soit. aussi le scénario de Détective Pikachu. Ouais, exactement. C'est un trope, effectivement, c'est un trope, mais c'est un trope qui se repose sur quelque chose de concret. Oui, Parce qu'il y a bien, quand certaines personnes sont sur le point de mourir, il y a bien des réactions qui semblent insensées qui se développent. oui, John Lumick, c'est censé être ça. oui. Le fait qu'il aille juste au point d'extraire le cerveau d'une personne pour le mettre dans une boîte en métal pour le rendre éternel, c'est sa volonté de devenir éternel. Oui. Mais en Mais- soi, C'est- est-ce que c'est... En fait, est-ce que finalement, cette représentation est si problématique que ça? Parce qu'en fait, c'est pas comme si on disait d'office que il était méchant parce qu'il était en fauteuil roulant. Ah, c'est difficile à dire. En fait, Parce que son propos est étayé, en fait. C'est pas comme si on disait... Tu vois, c'était juste si... C'est pas comme s'il avait juste une pancarte méchante sur lui, tu vois. mhm. C'est difficile à dire. En fait, je pense que c'est quelque chose qui poserait pas de problème si c'était pas aussi récurrent. Le problème, c'est la récurrence, Ouais. c'est pas le sujet. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Voilà. Oui, Si c'est un, on c'est un a, si trope on parce que avait c'est que... utilisé comme Voilà, justificatif c'est par ça. défaut. Et si même, on va dire que dans toute l'histoire de Doctor Who, on aurait eu que Davros qui Mm. posait problème. Mais il n'y a pas que Davros, il y a John Lumick. Je suis à peu près sûre qu'il y a d'autres exemples. Ne serait-ce que... comment... Allez, la peau tendue sur des... Techniquement, elle est à roulette aussi, elle. Hein. Non, mais Mais- elle c'est différente parce que ça, c'est une critique sur la chirurgie esthétique. Oui, je sais. Mais elle est pas... Mais c'est une personne qui était déshumanisée. Ouais, c'est Et vrai. en fait, le problème, c'est que souvent, dans le cas du trope du méchant Andy, ben en fait, le méchant Andy est déshumanisé. Oui, c'est ça. C'est comme si le fait qu'il était handicapé, il perdait un peu son humanité de Tout à base fait. et que ses actions l'emmenaient de plus en plus vers l'inhumanité. Voilà, et ce que justement, à la limite, oui, si, et c'est aussi d'ailleurs, c'est le même problème dans Détective Pikachu, c'est qu'il veut devenir limite un Pokémon et donc d'être de plus en plus, et de se déshumaniser aussi. En fait, dans leur quête de devenir éternel ou de soigner
ou de pallier à leur handicap, ils se déshumanisent. Hmm. C'est en fait un message finalement un peu chelou adressé aux Andis qui disent ben non, restez comme vous êtes, ce qui est effectivement bien, effectivement on peut accepter tel qu'on est, mais restez à votre place. Oui, c'est ça. N'essayez pas. Voilà, c'est ça. C'est pas forcément positif. En fait, à la limite, c'est quelque chose qu'on remarquerait à peine si ça t'est apparu 2 fois dans toute l'histoire de l'écriture, Hmm. de scénarios, de romans, de tout ce que tu veux. Le problème, c'est que c'est devenu un truc très souvent rabâché. C'est plus... Pour moi, le problème est plus par le fait que bah ouais, bah ça arrive quand même un peu souvent comme scénario, plutôt que, comment, que, que ce scénario existe. Ouais. Ce serait comme bah, avoir un scénario où, systématiquement... Oui, c'est ça, bah, c'est comme c'est la blague, entre guillemets, de... ah, mais tu vois un noir dans un film, ça va être le premier à crever. Oui, c'est vrai, Ouais, c'est ça, c'est c'est la que blague, hein, c'est une récurrence. voilà, c'est une récurrence tellement récurrente qu'au final, c'est quand même un peu raciste, tu vois. Ouais. Parce que c'est récurrent, mais tu verrais un personnage dans des films pas très... Enfin, des films très divers et que, ah bah oui, bah, il y en a un qui meurt en premier, il y en a un qui meurt un peu plus loin parce que bah, c'était ces personnes qui sont censées mourir, et puis il y en a d'autres qui survivent. Mais que ça soit pas de manière aussi systématique, bah, ce serait pas une blague qu'on se ferait, tu vois. Hmm. On se dirait pas, ah bah c'est bon, c'est lui qui va crever en premier. Hmm. C'est Enfin, ça en fait. oui, c'est C'est ça. la récurrence plus que... Bref. Mis à part ça, Tom McRae, quand RTD lui a attribué le scénario, il a quand même potassé son sujet, puisqu'il a regardé The Invasion, entre autres. Mhm. Il a aussi puisé dans Spare Parts, l'audio de Big Finish, dans aussi un des comics. Ouais, je pense que je Dont, l'avais écouté sur part. je sais plus exactement comment le comic s'appelle, mais c'est un comics avec des Cybermen très connus, c'est un des meilleurs d'ailleurs qui existe. Et ça se sent, quand tu connais les références, tu les vois. Mhm. Notamment The Invasion, où dans Invasion, c'est justement une société, Oui. pour le coup c'est International Electromatics et non pas Cibus. Pour le coup, il y a une référence à International Electromatics parce que c'est le logo qu'il y a sur le camion que l'on Oui. voit dans le premier épisode qui essaye de kidnapper, enfin qui kidnappe des SDF. Mhm. Le grand méchant de cette histoire aussi, c'est aussi un gars qui fait fomenter un plan avec les Cybermen. Sauf que là, les Cybermen, eux, ils viennent de l'espace puisque en fait, ils viennent. Oui. Enfin, c'est pas Ils c'est pas existent lui qui déjà, les ils crée, ils existent préexistent déjà. déjà, oui. Euh, ça se sent, en fait, quand tu vois cette histoire-là, effectivement, ça se sent qu'il a potassé son sujet, qu'il y a des références Ouais, et c'est bon. indirectes à ces histoires-là. Honnêtement, C'est à ce ce qui rend. niveau, c'est bon, et je trouve que ça fait partie... Ah, même si c'est pas les vrais Cybermen, que c'est les Cybusmen, ils ont quand même un petit... Ils sont quand même... Ils fonctionnent, Ils ils ont un fonctionnent, charme. ouais. Mais moi, ce qui m'a sauté aux yeux dans celui-là, c'est qu'en fait, c'est plus vraiment des Cybermen au Ouais, sens où par on leur les entendait dans la originalité, classique, ouais. Mhm. mais en fait, c'est devenu des Daleks dans le sens où, en fait, c'est le Créés, non créateur, pas engendrés. il a créé des gens qu'il a enfermés dans des boîtes de conserve et dont il a dénué en fait de sentiments. Ouais, Et c'est littéralement les Daleks. ouais, Sauf tout que, à fait. bon, cette fois-ci, il a juste pris les cerveaux. Mais en fait, un Dalek, notamment dans la saison 1, si tu regardes bien, il est représenté majoritairement par un cerveau avec des tentacules, Oui, quoi. oui. Donc, déjà, à ce niveau-là, il y a une grosse ressemblance qui est faite. Et en fait, c'est finalement ce qui m'a le plus déçu, en fait. Et je dirais pas que je l'aime plus, parce que je l'aime toujours autant parce qu'il fonctionne bien, Oui, il il est est toujours bon, aussi il y a efficace, il des est très bien bons écrit. moments, il y a des très Il y a bons de très moments, bons moments. Les notamment... personnages sont très bien écrits. Mickey est très bien dans ce double épisode. Et chaque petit personnage, enfin, personnage secondaire, ont Hmm. quand même leur moment de gloire. Je veux dire, il y a la femme qui est avec Madame Moore, les... Miss Voilà, Moore. Miss Moore, qui est excellente. Pourtant, on la voit très peu. Elle a Hmm. quoi? Peut-être 10 minutes d'écran, mais elle a 10 très bonnes 10 minutes d'écran. La scène où justement elle et le docteur désactivent hein, un Cyberman et discutent avec lui alors que le Cyberman est en train de mourir est super émouvante. Ouais. Non, franchement, il y a de très très bons dans l'épisode, mais effectivement, oui,
c'est pas les Cybermen tels qu'ils ont été imaginés à la base. Il y a un Et c'est autre... pour ça, bah, c'est les Cibus. Ouais, c'est ça, c'est une dimension parallèle, donc c'est pour ça que ça me choque pas, en fait. Ça me dérange pas. Et même, de toute façon, ça me dérange pas. Mais en fait, le truc qui m'a le plus dérangé, en fait, dans cet épisode-là, enfin, ce double épisode-là, finalement, c'est le duo Rose, le docteur. Oui, non, ils sont casse-pieds. Euh, Mickey est plus intéressant que. Pour une Mickey, fois, ouais. Mickey est plus intéressant que quoi. C'est. Mickey est plus intéressant parce que concrètement, la scène où il revoit sa grand-mère, Ah, il est je suis super désolé, bien. elle fonctionnait peut-être pas avec moi vraiment, enfin plus que ça à l'époque, mais maintenant elle fonctionne, tu vois. Je veux Oui, dire, c'est une scène qui me fait dire, ah putain, ouais, je comprends pourquoi il veut rester en fait. oui, Parce qu'il a vraiment, parce qu'il se considère responsable de la mort de sa grand-mère en fait. oui. Bah voilà, ça développe le personnage, qui Mhm, ne l'était pas spécialement dans les précédents épisodes en tout à fait. fait. Alors que ben, Rose, elle est juste dans son idée très fixe de ah ouais, il faut que je vois mon père. Mm. Et je peux Et, comprendre, en fait, et je j'aime peux bien cette comprendre. partie-là. Oui, cette partie-là, Mais ça en fait, va. ce qui m'énerve un peu, c'est la manière dont le docteur traite un Mickey et Hmm, comment il est avec Rose. En fait, c'est l'écriture du docteur là-dessus ouais. que j'aime pas trop. Ouais, il est complice avec Rose, mais limite trop complice, en mode isolant des autres, et pas que de Ouais, Mickey. Il fait un duo et personne ne peut rentrer dans ce cocon entre ouais. Rose et eux. Ce qui est même très bizarre par rapport à l'épisode précédent, tu vois, où Oui, c'était pas du tout le cas. tout à fait. Oui, 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 tout à fait. Et comment... Et ils sont hermétiques Mm. ensemble, en fait. Et voilà. Et il traite mal Mickey, ouais, un peu quand même. Sinon, il traite pas très bien Mickey, Bah, alors que. rien que le début de l'épisode, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pas. En fait, je me C'est pas rappelle d'ailleurs foufou. que cette scène-là, elle me gênait pas au tout début de l'épisode parce que j'ai été du côté du docteur et de Rose. Mais maintenant, en fait, je vois. Tu sais, le résultat de ce genre de réaction toxique, en fait. Oui, Parce que littéralement, le docteur et Rose qui parle dans son coin et qu'oublie Mickey et qu'il traite comme, presque comme un chien, ouais. en fait. Oui. Non, moi, c'est des trucs que je tolère moins, beaucoup moins, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est... Même quand t'aimes pas spécialement le personnage, tu te dis, ouais, enfin, pas top, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, ce qui fait que maintenant, tu vois, Ouais, la scène, elle répond plus de la même façon, quoi. Ouais. Alors, donc... Alors que, enfin, pardon, excuse-moi, Ouais, je rebondis une dernière fois là-dessus. vas-y. Alors que la manière dont c'est écrit, t'es supposé être complice avec le docteur et Rose. Sauf Oui, que cette exactement. fois-ci, bah, j'étais plus. C'est vrai que j'ai eu plus d'empathie pour Mickey dans ces deux épisodes-là que pour le docteur et Rose. Et même tous les moments où Rose trouve ses parents, tout ça, m'a moins frappé que Mickey cette fois-ci. Et je dis ça en n'aimant pas spécialement l'acteur du tout, et en n'ayant jamais spécialement plus apprécié que ça le personnage, mais dans cet épisode-là, il est vraiment bon. Oui, exactement. Alors, donc, ce double épisode-là a été conçu assez tôt, puisqu'il a été, il a commencé à écrire euh, pendant la production de la saison 1, Mhm. à tel point qu'il a eu la chance de voir l'épisode La Fête des Pères avant sa diffusion, Ah oui, et pour savoir écrire Le Père de Rose, oui. qui est, on voit, légèrement différent de ce qu'on a vu dans l'épisode, en fait. Mais c'est normal, c'est un alternatif. Ouais, c'est ça, mais on voit la différence, tu Il a vois, réussi, quoi. voilà, et c'est ça, il a réussi, mais surtout, il est plus combatif parce que c'est Ah lui oui, la taupe, en fait. oui. Donc, tu vois, c'est pas le même caractère, même si Mhm. le Pete de Rose, en fait, son vrai père, aurait peut-être été Il capable, avait quoi, ça s'il en avait lui, eu, tu vois. c'est juste qu'il s'est fait tuer, quoi. Ouais. Donc, à ce niveau-là, déjà, il a fait des recherches, il a vu Mhm. d'autres épisodes de la série classique, déjà, pour construire son scénario. Graham Harper, lui, bah, il aurait dû réaliser pendant la saison 1 en fait. Mhm. RTD voulait déjà lui attribuer un épisode, mais il n'était pas disponible. Oui. Donc dès qu'il a été dispo, saison 2 oblige. Donc on voit il a du kilométrage quand même, parce que on voit que c'est quand même bien réalisé. Ah, c'est très bien Tu réalisé. vois, Il était très soigné cet épisode, on en n'a pas fait. l'impression, et pourtant il y a des décors qui font un peu cheap, hein, parce que le poste de commande du dirigeable, honnêtement, tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de détails. Ouais, Même le poste de contrôle de Cyberman, tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de détails, mais tu vois que c'est bien voilà. filmé, que c'est... Voilà, Tu y crois, c'est quoi. pas filmé en mode j'insiste trop sur le décor
il sait que son décor n'est pas top. Mm. Du coup, il se focalise sur d'autres choses et du coup, ça passe bien. Exactement, comme dans la série classique. Voilà. C'est dingue. Hein. Ouais. Donc, le double épisode a été tourné en même temps qu'un autre double épisode, puisqu'il s'agit du final de la saison 2. D'accord. Il y a une raison à ça, c'est Cybermen. Ah bah oui, comme ça, on devait pas ranger Exactement. les costumes, il y avait qu'à les bouger, Donc, quoi. le bloc 3 a littéralement été l'un des plus longs blocs, parce que ça s'est passé sur 4 mois, je crois. Le tournage a été très long. Les costumes de Cybermen, il n'y en a eu que 10 de produits à l'époque. Ah bah franchement, on n'y croirait pas. Ouais, on a l'impression qu'il y a vraiment une armée. Ouais. C'est bien foutu parce Ouais, qu'on c'est a, très on bien n'a fait, pas ouais. l'impression qu'il y en ait que 10. Il y en a que Ouais, 10. je pensais bien qu'il n'y en avait pas autant qu'à l'écran, mais j'aurais franchement pas dit qu'il y en avait que 6. Oui, effectivement. C'est 10. 10, ouais, bah même, j'aurais pas dit, j'aurais dit au moins une trentaine, tu Ouais. vois. Il faisait super froid apparemment quand ils ont tourné dans le jardin de la maison. Mhm. Enfin, les Cybermen étaient frigorifiés apparemment. Oh. Chose humoristique, c'est que les oreillettes, apparemment, les acteurs pouvaient pas s'entendre les uns les autres. Elles bloquaient. En fait, j'ai l'impression que c'était littéralement des bouchons sur lesquels ils avaient mis des trucs en fait. Donc ils entendaient que dalle, c'est pas des vraies oreillettes. D'accord. Sinon, mis à part ça, il y a pas énormément de choses à dire, ni serait-ce que, bah, justement, comme tu l'as dit, l'acteur qui vient de Revelation of the Dalek, vu que Graham Harper a réalisé Revelation of the Dalek, ça devait être marrant. Oui. Je sais pas s'il l'a reconnu ou pas, j'ai rien lu de spécial là-dessus. Il y a. Il y a un bon développement dans ce double épisode sur certains personnages, notamment sur le personnage de Mickey. Ce sera important pour le final. En fait, ce double épisode a une grosse importance pour installer le final. Mhm. Puisqu'il sert de préquel, en fait. Oui, tout à fait, oui. Littéralement. Oui, et même, enfin, je veux dire, ça amène à la conclusion, quoi. Exactement. Alors, moi, j'ai pas grand-chose de plus à dire, donc je vais en profiter pour parler un peu plus des Cybermen. Et la différence, la particularité qu'il y a avec ceux de la série classique et ceux de Cibus, Mhm. qui deviendront en fait par défaut la nouvelle version des Cybermen. Parce mis à part dans l'épisode avec Bill Potts qui se passe, Oui. je sais plus comment il s'appelle, quel final de la saison Le 10? final de la saison 10, mais j'ai Ouais. oublié le titre, mais bref. Qui Qui reprennent le design des Cybermen de The 10th Planet. et qui surtout qui réinsinue en fait les Cybermen tels qu'ils étaient dans la Oui. série classique. Wanda, Telos, tout ça. Voilà, donc nous avons des Cybermen qui sont juste des cerveaux dans des machines, Ouais. dans des exosquelettes. Ce qui n'était pas le cas de la série classique, en tout cas, surtout au départ. Mais la majorité de la série classique, ça reste le même principe. Puisque c'est en fait une espèce de critique ou d'alerte, si on veut. On reparlera un peu plus après dans le portrait de la semaine, puisqu'on va parler de Kid Pedler, Mhm. un peu plus en détail. Mais c'est une espèce de remise en question de ce qu'on appelle maintenant le transhumanisme. C'était parce que dans les années 60, l'arrivée des organes artificiels, l'idée qu'on pouvait remplacer des organes par des machines, Oui. Faisait un peu peur. faisait un peu peur, Ça c'était tout c'est nouveau. quelque chose qui fait toujours un peu peur. Ça fait hein, toujours peur, mais, oui. voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait eu toute une histoire sur le fameux cœur mécanique Oui. autonome qui ne devait pas être connecté à une pile externe, mais qui devait être en fait Je me autonome à souviens l'intérieur. plus, non. Et qui a été complètement abandonné suite au décès du cobaye, Mhm. enfin du cobaye, de la personne qui avait eu le droit à la transplantation, puisque le cœur avait eu un court-circuit et il était Ah mort. oui, d'accord. Un peu con. Oui. C'est Euh, tragique. C'est tragique. En fait, je pense que pour beaucoup, à moins que ça soit on va dire des fondamentalistes ou des gens très religieux, à eux, ça leur pose toujours des problèmes. Mais je pense que la Ouais. plupart des gens ont accepté que dans une vocation médicale et de sauver des vies, c'est ok. Mm. Par contre, je pense qu'il y a aussi un pan du transhumanisme qui est l'amélioration de l'humain avec des ajouts, on va dire. On va penser bêtement à la fameuse puce que Elon Musk aimerait beaucoup faire S'implanter lui-même dans le cerveau s'implanter déjà. lui-même et implanter dans le cerveau de pas mal de gens.
Et comment ben ça c'est peut-être un peu plus discuté. Ouais. Tout comme finalement, comment, enfin, j'ai participé récemment à une étude en tant que Kobe sur un projet hein, finalement qui est assez proche du transhumanisme, de placer un petit électrode dans le cerveau pour Régler des pour défauts. régler certains problèmes qu'ont les personnes autistes. C'était un test dont on m'a rien placé du tout, je vais très bien. Mais effectivement, ça m'a amené à réfléchir, à me dire, oui, mais est-ce que j'ai vraiment besoin qu'on règle ce problème? Est-ce que finalement, je vis pas bien avec Bah, ça? ça dépend jusqu'à quel point. Mais Je sais. pour revenir un peu, parce que je comptais en parler justement, mais pour revenir un peu donc aux Cybermen, dans The Tenth Planet, les Cybermen qui apparaissent ont un corps humain Oui, quasiment entièrement, mais ont des parties du corps qui ont été remplacées, notamment par exemple la bouche. oui. Enfin, en tout cas, les cordes vocales, Mhm, c'est une espèce de vocodeur, enfin, mhm, c'est une voix mécanique. Ils se font couvrir la bouche pour parler, mhm, mais ils articulent pas. Leurs yeux semblent aussi modifiés. Ils ont une grosse boîte sur le torse, énorme pour le coup, mhm, pour les mythes de l'époque, qui semble un peu être un des organes vitaux. mhm. Et au fur et à mesure en fait de l'évolution des Cybermen, ils vont quand même avoir cet aspect de plus en plus métallique, Sauf, mais sauf sauf. la Cyberwoman. Ah Elle, on non, voit mais je toujours parle même ça. pas de nouvelle série. Oui, sauf la Superwoman, ça c'est encore un autre sujet. Mais ça c'est la grosse blague, hein, de toute manière. Ils voulaient juste faire le Cyberman le plus sexy, ils l'ont fait. Mais donc, pendant en tout cas toute la série classique, les Cybermen étaient toujours des humains dans, en tout cas sous une apparence robotique, mais Oui, pas des robots non, c'est essentiellement pas des quoi. robots et surtout, comment, il y a aussi une certaine, enfin, je veux dire, si les Daleks, c'est les Allemands du Troisième Reich, pour ne Ouais. pas citer autre chose, c'est jamais qu'on soit striké Non chez mais tu sais en YouTube. podcast il y a pas de problème. Ah oui, c'est vrai, je pensais qu'on était sur YouTube, je sais pas. Là il y a une version YouTube mais c'est rare. Oui, voilà, c'est ça. Donc, les Daleks, c'est les nazis, les Cybermen, c'est un peu les communistes. Parce que, Oui c'est ça. parce que au final, en prenant plein de gens très différents, qui ont des sentiments différents, qui ont des apparences différentes, ben, tu te retrouves avec la même armée de robots. Mm. Enfin, pas de robots, mais de créatures métalliques supposément post-humaines, qui ont tous les mêmes sentiments, ou plutôt les mêmes absences de sentiments, les mêmes proportions, les mêmes armes, les mêmes... Enfin, ils sont devenus... Bah, c'est toutes des copies conformes. Même les Daleks ont plus d'individualité presque, tu vois. Oui c'est enfin c'est en tout cas c'est mais dans la série classique les Cybermen étaient un peu plus individuels. Oui. Ils avaient un peu plus de personnalité que ce qu'on leur attribue. Quand même quand tu les vois comment ils étaient joués. Déjà ils faisaient jamais la même taille parce que Non, en bah oui, bah, fonction des acteurs qui j'ai prenaient, remarqué que dans cet épisode-ci, pareil, ils hein, font pas ils toujours la faisaient même pas taille tous non la plus. même taille. Et c'est logique, ça, Et c'est c'est... logique. Mais surtout, il y a vraiment, la nouvelle série a vraiment poussé un peu plus loin le visuel, les concepts d'un Cyberman. Dans le sens, il les a vraiment uniformisés. Ouais. Il les a vraiment déshumanisés parce que là, cette fois-ci, ils parlent comme des robots. Oui. À tel point que c'est, encore une fois, la voix des Daleks, Ah, enfin, c'est Nicholas Briggs. Nicholas Briggs, merci, qui fait sa voix. Il a apparemment proposé une cinquantaine de voix à Tom McRae comme test pour lui choisir. Tom McRae savait même plus lequel il devait choisir. Il y Ouais, en c'est avait Briggs, trop. quoi. Parce il a tout essayé, il a fait toutes les versions de la série classique Mais qu'il quand pouvait y avoir. Briggs prendra sa retraite, qui est-ce qui fera l'entièreté des aliens robotiques de toute la science-fiction britannique? Ah, Qui? il y aura bien quelqu'un d'autre, t'en fais pas. Mais en tout cas, dans la nouvelle série, ils ont poussé le concept un peu plus loin. Mais dans les années 60, les Cybermen, ça répondait bien en fait à une... Pas essentiellement à une peur, parce que je pense pas que le grand public avait peur de ça, mais à un questionnement de jusqu'où la science pouvait aller. Mm. On en reparlera un peu plus enfin, dans le portrait de la semaine, parce que c'était vraiment le sujet de Le cœur. fer de lance de Kit Pedler. Ouais, de Kid Pedler, c'est-à-dire le questionnement scientifique jusqu'où on peut aller. Et surtout, jusqu'à quand la science peut vraiment remplacer nos organes. Parce que c'est vrai que dans les années 60, on s'était dit
qu'au fur et à mesure, on arriverait donc à régler le problème de la pénurie d'organes de remplacement Mhm. chez les personnes qui en ont besoin, ne serait-ce qu'un rein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal de gens qui vivent sans rein et qui sont Oui, obligés de faire des dialyses tous les jours, de se brancher à une machine oui. pour filtrer leur sang pour pouvoir survivre, parce que sinon ils Mhm. crèvent, Oui. empoisonnés par leur propre sang, ce qui est horrible. Il y a les personnes qui sont en attente d'un cœur parce qu'ils ont un cœur défectueux. Il y a De les de poumons, poumons. Il y de... a les personnes qui attendent ne serait-ce qu'une greffe de cornée. Enfin bref, Mhm. il y a énormément de choses dans lesquelles on est encore dépendant du don d'organes. Oui, Et on voyait déjà dans les années 60 la possibilité en fait de pallier à ce oui, manque par la technologie, oui. l'arrivée des organes synthétiques, Artificiel. artificiels. Et finalement, à l'heure actuelle, bah, c'est pas encore le cas. Non, non, alors qu'on pensait même que l'impression 3D allait un peu plus aider, et finalement ça stagne un peu, je trouve. Bah, en fait, j'avais suivi un peu à l'époque, je me rappelle. En fait, ce qui pose problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire une impression suffisamment petite en Ouais, cellule ouais, ouais, je pour vois tout ce ce que qui est tu veux dire. capillaire. Ah oui. Ouais, ouais, effectivement, c'est très très On précis n'arrive ça. pas à Ouais, imprimer des capillaires. Alors peut-être que voilà. maintenant on commence, mais il y a un gros problème en fait, c'est que ça demande beaucoup d'argent, bien sûr, ce genre d'études. C'est très Oui. complexe. Et comme on est quand même dans une période où on essaye de rentabiliser la Mhm. santé, malheureusement, Oui, euh, bien que on tire pas de profit réellement au don d'organes non. essentiellement. D'ailleurs, ceci est un message d'utilité publique de Galifrance. Si vous êtes en bonne santé et que cela ne choque pas vos convictions, prenez votre carte de don Oui, il d'organes. vaut mieux que vous le fassiez, comme ça, comme si jamais il vous arrive un accident, il y aura pas de. Parce que Voilà. si vous l'avez pas, en fait, il n'y a pas de don d'organes. Non, c'est ça. Surtout si vos proches le savent pas. Oui. Donc c'est vrai que c'est. Voilà, donc c'est- si votre santé le permet, franchement, et que ça vous dit bien, allez-y, affirmez votre choix personnel. Oui, Vous avez le droit. vous avez tout à fait le droit. Enfin bref, c'est quelque chose qu'on a toujours pas rempli. On a eu des histoires avec ce fameux cœur synthétique qui a été abandonné suite au court-circuit en fait. Mhm. Et ça a tué littéralement la personne. Et au final, on s'était dit qu'effectivement ce serait peut-être la solution, mais on s'est aussi aperçu, et c'est pas pour rien qu'on l'a abandonné au final, c'est qu'en fait ça posait encore d'autres problématiques beaucoup De plus rejet complexes. notamment. Même plus de rejet, parce Ouais. qu'en fait, si cette personne-là, la personne en fait est morte presque, pas instantanément, mais beaucoup plus. En fait, c'est beaucoup plus tragique parce que autant une personne qui aurait eu un cœur et qui aurait fait une crise cardiaque comme c'est arrivé, puisque c'est Oui. un court-circuit, donc le cœur s'est arrêté, on aurait pu lui faire Un massage un massage cardiaque. cardiaque Là, il n'y avait aucun et moyen. essayer Ouais. peut-être de faire repartir le cœur, même si c'est pas comme dans les films que ça se passe. Là, il n'y avait pas de possibilité parce Mm. que le moteur avait grillé. Oui. Oui. Donc le seul moyen, c'était d'extraire le cœur. Mais si tu extrais le cœur, bah, il faut remplacer par quelque chose, tu vois. Oui, oui. Donc en fait, si le projet a été abandonné, même si c'était vu comme étant effectivement un truc inespéré pour les personnes qui sont en besoin d'un cœur, en fait, la solution impliquait énormément de problèmes. Mhm. Parce qu'au final, si jamais il y avait un problème, elle était encore plus définitive qu'une personne qui avait Oui. Oui, un non, je vois cœur ce que tu veux en dire. mauvaise qualité, tu Je vois. vois ce que tu veux dire. C'est horrible hein, en fait quand tu y penses. Par exemple, je sais que dans mon entourage, je connais quelqu'un qui a une malformation du cœur Mhm. et donc elle a constamment les doigts bleus parce qu'elle Oui. elle est assez souvent en cyanose. Mhm. Et elle sait vivre avec, Oui, mais elle pourrait peut-être un jour bénéficier d'une greffe de cœur. tout à fait. C'est Oui, j'ai une pas ancienne impossible. collègue qui avait le même problème. Donc, les Cybermen, en fait, dans les années 60, ça s'est perdu avec le temps parce que forcément, Doctor Who a été écrit par d'autres auteurs qui n'avaient pas les mêmes choses à Les écrire, mêmes les intentions. mêmes intentions. Mais en tout cas, à l'origine, les Cybermen, c'était vraiment une critique, enfin, en tout cas, un questionnement sur le remplacement progressif des organes, jusqu'où on va, jusqu'où à fait. on perd notre humanité, en fait. Et l'un de mes films préférés sur ce sujet, L'homme bicentenaire. Exactement. Sauf Parce que là, c'est la question inverse. c'est la question inverse. Jusqu'où il doit aller pour se faire passer pour humain. Oui. Mais regardez-le, c'est avec Robin Williams, c'est un récit d'Isaac Asimov, c'est vraiment très bien. Voilà. Je pense qu'on a tout dit sur ce double À ce épisode. niveau-là, oui, oui. Et est-ce que tu l'as aimé cet épisode du coup? Oui, parce qu'il y a Oui, mais. suffisamment de bonnes choses dans ce double épisode en fait pour que je continue à l'aimer. Ouais. Mais j'avoue que maintenant il y a deux choses qui me choquent un peu plus. Ah, bah ça, tu l'as déjà dit. donc, C'est t'as le fait que expliqué. Origin Story, finalement, les Daleks soient devenus. Enfin, les Cybermen soient devenus des Daleks. Oui. Une variante en tout cas. Et le duo Doctor et Rose que Ouais. j'aime pas dans ce double épisode.
Moi, je vais dire exactement la même chose. Je l'ai bien aimé. Je trouve ça dommage que je ne l'avais pas revu d'ailleurs. Ouais. Même l'esthétique de l'épisode, j'aimais bien. Moi, ça m'a moins choqué pour les Cybermen parce que je suis pas à ce point attachée. Ah si, j'aime particulièrement les Cybermen, les premiers Cybermen, ils me font vraiment flipper. Mais tous les autres, il n'y en a pas un seul que j'ai jamais réussi à prendre au sérieux. Mm. Donc, je me suis dit, ah bah oui, non, mais c'est des bons Cybermen quand même, tu vois. Mm. Donc, Effectivement. Voilà. Voilà. Et bien maintenant, nous allons passer au portrait de la semaine. Après avoir parlé des Cybermen, je pense qu'il était inévitable, et tu vas être d'accord avec moi, Tout à fait. De parler de qu'on son doive parler de ce créateur. créateur, de son Ouais. vrai créateur. Et pas de Tom McRae. On aurait pu parler de Tom McRae parce que je suis pas sûr, mais c'est peut-être sa seule participation à la New Who, mais à vérifier. Dans tous les cas, nous allons parler de Kid Pedler. Donc tu peux me donner son nom entier déjà? Tu ne l'as plus. Excuse-moi. Et- Je l'ai il a un nom- Christopher Magnus Howard Pedler. Voilà. Voilà, donc... Qui était Kid, c'est littéralement bien. un vrai scientifique à en fait. ophtalmologie. Il était le directeur de son propre département à l'université de Londres d'ailleurs. Et c'était un département où il faisait des études grâce à un microscope électronique. Oui, Un ce microscope qui était électronique, extrêmement on va dire. rare, ce qui était extrêmement rare à l'époque. Hein. Oui, oui. Euh, il a fait pas mal. Ça va être, à mon avis, le segment où tous les deux. Toi, Oui. moi, je me racle la gorge et toi, tu. Mais c'est pas grave. On garde quand même. Donc, scientifique, vrai scientifique, Oui, avec des études. tout à Avec fait. un Et doctorat. qui est devenu conseiller scientifique du coup pour la série Doctor Who. Exactement. Et qui a coécrit plusieurs épisodes. Plusieurs histoires. Et plusieurs, oui. Oui, plusieurs histoires, plusieurs arcs. Alors, comment ça s'est passé exactement? Il a d'abord travaillé pour une émission de vulgarisation scientifique, plus ou moins, qui s'appelle Tomorrow's World. Mhm. C'était une émission de la BBC. Qui parlait du futur, des voilà. possibilités. Des sujets. Voilà. C'était un peu le science et vie de la télé, quoi, grosso modo. Ouais. Et il a été remarqué par le script editor Jerry Jerry Davis. Davis, justement. Et une de ses premières participations, ce sera The War Machine. Ouais. The War Machine qui est Avec probablement... Wotan. Avec Wotan. Probablement l'une des meilleures histoires de la période Hartnell. Oui, parce que Hartnell est vraiment très très bon dedans. Ouais. C'est une des premières histoires en plus de la saison 3 à ne plus être, à être disons, produite et initiée par Jerry Davis et Ines Lloyd, donc Mhm. le producteur de l'époque. Et c'est un plutôt bon début quand même quand on Oui, regarde. c'est bien commencé, effectivement. Et surtout après, par la suite, il va signer le scénario à deux mains, mais je vais revenir dessus avec Jerry Davis. Mais grosso modo, son premier vrai scénario pour l'histoire, c'est The Tenth Planet, Oui, qui est donc le dernier épisode de William Hartnell. exactement, qui a eu un historique assez particulier. Oui, parce que lorsqu'il l'a écrit, évidemment, on ne savait pas encore que William Hartnell allait quitter la série. Exactement. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les deux premières histoires de la saison 4, Mhm. c'est The Smuggler Oui. et The Tenth Planet. Oui. The Smuggler, on ne l'a pas, malheureusement, ça fait partie des histoires perdues. Et c'est bien dommage, parce que c'est la dernière histoire que William Hartnell a enregistrée pour la saison 3. Mhm. On a un film amateur d'époque qui montre le tournage en extérieur où William Hartnell a l'air quand même de s'amuser. Oui. En tout cas, c'est le dernier épisode où il est en forme. on Il va a dire. l'air d'être en forme et quand on écoute ou quand on regarde un reconstitué, l'histoire empathie parce qu'en fait il y a beaucoup d'actions Oui, moi, visuelles. j'ai détesté cet épisode pour cette raison, c'est que je n'y comprenais rien, je comprenais pas Ouais. ce qui se passait. Il y a beaucoup d'actions visuelles. Limite là maintenant, j'aimerais bien. Est-ce qu'il a déjà été animé ou pas? Non, il n'a Non. pas été animé. À Ça mon serait avis, ça va vraiment être un bien. des derniers qui va être animé de toute façon. Mais, Ça ferait partie de ceux que honnêtement j'aimerais bien voir en mais animé. tu sais qu'on peut regarder les télésnaps avec les sous-titres de la Wibbly Wobbly Team. Oui, c'est comme ça que je l'avais regardé. Ouais, mais c'est quand même meilleur maintenant. On ça meilleur maintenant. Oh, je sais pas. Ben, je sais pas, moi j'avais regardé le reconstitué de Loose Cannon avec les sous-titres de la Wibbly Wobbly Team. Ouais, donc ça a peut-être pas changé. Non.
Mais en tout cas, en fait, l'histoire raconte... c'est des pirates. C'est une histoire de trésor caché. Ouais. Ce smuggler est techniquement le préquel à The Black Spot, avec Matt Smith. C'est vrai. Je sais pas si c'est un point positif. Quand on sera Il arrivé y a à un The Black propre... Spot, on en parlera. Ouais, Donc c'est pas pour tout ouais. de suite. Et surtout, c'est la dernière histoire où William Hartnell est quand même en bonne santé. L'histoire n'est pas diffusée en fin de saison 3, comme ça avait été le cas d'ailleurs pour la saison 2, où les deux premières histoires étaient en fait produites de la saison 1. Mhm. Et The Tenth Planet est la vraie dernière histoire de William Hartnell, mais entre-temps, William Hartnell a décidé, suite à son déclin de santé, de quitter la série. Oui. On ne sait pas exactement ce qui l'a poussé. C'est pas très clair parce que ça s'est pas passé. Enfin, il s'est passé plusieurs mois entre les deux. Mhm. Vraisemblablement, c'est parce que sa santé a décliné. J'ai la biographie de William Hartnell. C'est celle qui est Oui. écrite par sa fille. Oui. Je Et je sais l'ai plus pas si c'est encore sa lu. fille ou sa petite fille. Je l'ai pas encore lu, donc peut-être qu'il y a des éléments, mais je me rappelle pas. En fait, je crois que c'est toujours un élément qui reste assez flou, même encore à l'heure actuelle. C'est-à-dire Oui. qu'on sait pas vraiment ce qui a motivé son départ. C'est comme Eccleston, on saura jamais à 100%. Ouais. Et donc, The Tenth Planet a la particularité d'avoir été écrit avant qu'on sache que William Hartnell Oui. parte. Donc par la suite, on a dû rajouter des éléments pour justifier le départ de William Hartnell. Mm. Et en plus, on a dû répartir certaines de ces lignes de dialogue entre Ben et Polly, Oui, pour une puisqu'il raison. était malade. Oui, il est tombé malade pendant la production. Alors ça, c'est pas de bol, quoi. Ouais, Parce que parce non que seulement c'est... sa santé décline, mais en plus, il tombe malade pendant la production. Ouais. Donc ils sont obligés de réécrire. Et pas de bol non plus, Kit Pedler est aussi tombé malade pendant l'écriture de cette histoire. Donc c'est Ouais. pour ça que Jerry Davis est crédité. Oui, parce il a dû réadapter un peu ce qu'il avait écrit, quoi. Bah c'est pas ça, c'est que littéralement Jerry Davis a été au chevet de Kit Pedler à l'hôpital pour co-écrire en fait l'histoire. Littéralement. Oh mon dieu. Donc parce On qu'ils devait se sont... même pas le laisser tranquille à l'hosto, quoi. Il Mais fallait qu'il en fait, bosse sur son lit j'ai d'hôpital. l'impression, j'ai Ouais, mais je aussi suis sûre que Kit Pedler était ok, en fait. oui. Et j'ai la biographie de Kit Pedler Mhm. aussi. J'ai tout juste commencé à lire l'introduction et malheureusement l'introduction elle avait un peu un effet boomer. Mais je laisse un peu. On va revenir pourquoi vous allez voir. C'est à propos de un peu de la deuxième période de sa vie. Et j'aimerais bien. En fait, j'ai l'impression que Kit Pedler et Jerry Davis. Enfin, c'est pas une impression, mais ils se sont vraiment très bien entendus dès le départ. Oui. Et donc C'était c'est un pour bon ça duo, que quoi. Jerry Davis est allé à son chevet, parce qu'en même temps je pense que c'était un peu son pote. C'était un Oui. peu devenu son pote, tu sais, il se demandait, merde, qu'est-ce qui t'arrive? Mhm. Je sais plus exactement Et ils ont bien ce travaillé qu'il ensemble, a quoi. eu. Je me demande si c'était pas... Non, je vais dire une connerie, je sais plus exactement pourquoi il était malade. Je l'ai dans un fanzine en plus, pourquoi on a toute l'histoire. Parce que il y a quelques années en plus, on a donc... je crois que c'est d'ailleurs l'auteur du fanzine Nothing at the End of the Line qui a fait un gros article sur The Tenth Planet, qui a eu la chance de découvrir que le scénario original de The Tenth Planet, notamment de l'épisode 4, avait été conservé par Kit Pedler. Oui, il existait toujours. Voilà. On ne le savait pas. Et donc Mhm. on a découvert en fait ce que aurait donné The Tenth Planet si William Hartnell déjà n'était pas tombé malade Et n'était pas parti à la fin. et n'était pas parti à la fin. Donc la scène aurait été banale. Oui. Puisqu'ils se seraient tous repartis dans le Tardis Voilà. et voilà, prochaine aventure. Donc, Dans Tenth Planet, point important quand même, bah, du coup, oui. Kit Pedler crée les Cybermen. Oui, les Cybermen. Alors, Kit Pedler, c'était un scientifique, mais c'était un scepticiste. Je pense qu'on pourrait... Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Il avait ce regard, et il l'a eu de plus en plus au fur et à mesure de sa vie, mais dès le début, il avait un peu ce regard du scientifique qui dit ouais, c'est bien les avancées scientifiques, surtout dans les années 60, il y en avait beaucoup chaque semaine. Ouais. Quoi. Mais on va peut-être un peu trop rapidement trop loin. Oui, c'est ça. Il était vraiment dans... C'est une position qui peut se comprendre, surtout après le désastre de la Seconde Guerre mondiale. Hein, Ouais. où comment... L'avancée technologique et scientifique a créé des horreurs sans nom. Ouais. Parce que finalement, Allez, on dit que la Première Guerre mondiale est un peu la première guerre technologique, mais c'est devenu encore pire avec la Seconde Guerre mondiale. Que ça soit aussi bien... la solution finale qui est finalement un moyen de tuer des gens à la chaîne, Oui. donc une tuerie de masse à la chaîne, c'est très mécanique finalement. Et d'un autre côté, les bombes atomiques,
qui sont aussi un moyen de tuer les gens, pas à la chaîne, mais tout d'un coup, Ouais. en très peu de temps. Et, et tout ça, c'est permis par effectivement La science la et le science. besoin, en fait. Le Oui, besoin d'aller rapidement. oui. Parce que quand on regarde, bon, on va encore Tiens, c'est marrant, la première fois qu'on a enregistré ce morceau, on n'a pas parlé de ça. On n'a pas dérivé là-dessus, Voilà. ouais. Ouais, parce qu'on a enregistré une deuxième fois cette Oui, partie. il y a eu un problème avec la précédente version. Ouais. Mais c'est vrai que dans la Première Guerre mondiale, quand on regarde, les avions, les tanks sont arrivés relativement tard Oui. dans cette guerre. Alors que Ouais, mais il y avait déjà des progrès technologiques, ou plutôt scientifiques, qui avaient fait beaucoup de mal, notamment tout ce qui est gaz Ah moutarde. oui, oui, tout ce qui est... une vraie En fait, saloperie, tout ce ça. qui est, tout ce qui est poison, Ouais. bombe sale, en fait. Ouais. Mais donc Kit Pedler avait déjà en tête cette idée un peu de scepticisme face aux avancées de la science trop rapides. Mhm. Et donc, The Tenth Planet, littéralement, c'était déjà une façon pour lui de pas critiquer la science, mais d'alarmer, enfin Oui, d'alerter. d'alerter les gens sur ce qui était quelque chose de très nouveau, c'est-à-dire pas le don d'organes, mais le remplacement d'organes avec des organes synthétiques. Ouais, ce que nous, actuellement, on appellerait le transhumanisme. Voilà, c'est littéralement ça. Donc The Tenth Planet est littéralement écrit pour être une critique du transhumanisme avant que ce soit nommé comme ça. Oui, Puisque dans The Tenth Planet, les Cybermen sont des humanoïdes, oui. tels que les humains, mais qui ont progressivement remplacé la plupart de leurs organes par des organes synthétiques, Mhm. des machines. Mhm. Et la BBC n'ayant pas un gros budget costume, à tel point qu'ils n'avaient pas de gants. C'est vrai. Ils avaient pas de gants. C'est vrai. Euh, Mais on dit ça, mais honnêtement, les Cybermen de Tech Planet, ça fait partie de mes préférés. Hein. ouais, mais quand tu leur... Ouais, moi je les adore. Mais si tu les regardes de près, quand tu revois l'histoire, surtout quand tu revois Oui. les 3 épisodes, tu t'aperçois vraiment que le costume il tient avec du scotch. Il tient du scotch, Littéralement, mais ils font flipper sa mère. Ouais, il faut flipper sa mère, mais littéralement au niveau du casque, tu vois le truc, tu vois du scotch qui Oui, entoure. oui, je sais. Je trouve ça très drôle. Ils seront mieux dans l'histoire qui suit d'ailleurs. Mais donc, l'idée, c'est justement que les Cybermen se déshumanisent progressivement, mais cette déshumanisation est due à un progrès scientifique sans se poser la question de ce qu'ils font est bien. Oui. Si c'est... Voilà, si, Sans la mise en place de tout ce qui est normes éthiques, finalement. Oui. Et c'est justement ces normes éthiques qui ont commencé progressivement à être mises en place tardivement, en fait. Il y a encore eu des expériences vraiment très cheloues encore dans les années 50, 60. C'était pas forcément... Et c'était même parfois très négatif. Ouais. Donc on n'était pas encore trop à fond sur l'éthique. C'est venu par après. C'est venu tard. Oui, c'est venu... Même encore à l'heure actuelle, il y a encore des problèmes d'éthique. Il y a encore des problèmes d'éthique, mais ce qu'il y a, c'est que ça est beaucoup plus vite montré du doigt. Alors qu'à l'époque, pas tellement, tu vois. C'était surtout ça, en fait. Maintenant, on a conscience que l'éthique, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Ouais. Alors qu'à l'époque, non, c'était la fête du slip. Ouais. D'ailleurs, si j'en parlais un peu dans le précédent segment, mais si on regarde par rapport à la nouvelle version de Cybermen, il y a toujours ce questionnement de l'éthique par l'intermédiaire du docteur qui demande à Lumik, enfin qui alerte Lumik un peu sur le fait que c'est peut-être pas très bien ce qu'il fait quand même. C'est pas très éthique. Et le président de l'Angleterre aussi. Ouais, c'est plutôt le président, aussi. Parce que le docteur, il parle pas de... Vers la fin, en fait, il revient là-dessus, sur le fait que c'est ces problèmes de santé qui l'ont poussé à faire ça, et ainsi de suite. Mais bon, réécoutez le segment précédent si vous voulez savoir ce qu'on pense, parce que ça fait plusieurs jours qu'on l'a enregistré. Donc, tout ça pour revenir, The Tenth Planet, critique du transhumanisme avant l'heure, avant que ce soit réellement le cas, parce que en fait, dans les années 60, c'était les premières transplantations d'organes. Enfin, il y en avait déjà eu, il me semble, je ne sais plus quand date la première transplantation. Tu sais, si on écoute les récits New Age que mon père m'a raconté, parce que mon père avait une collègue très New Age qui lui racontait des choses extraordinaires, on faisait déjà des greffes de cerveau au temps des Mayas. Hein. Oui, bien sûr, greffe de cerveau, oui. Oui, après, je ne dis pas que le passé ne regorgeait pas de prouesses médicales. Hein. Les trépanations qui étaient parfaitement soignées
à l'époque de la préhistoire, les greffes, non pas les greffes, mais les opérations de la cataracte en Égypte ancienne. Non, la médecine n'a pas popé au XVIIIe Oui, siècle. Hein. exactement, oui. Mais, comment? Mais de là à faire une greffe, c'est peut-être un poil excessif. Mais les greffes sont assez récentes parce Oui. qu'on a tout le problème du rejet. Du rejet, du fait de garder une personne sédatée suffisamment longtemps pour le faire. Oui. Euh, De garder l'organe en vie. Garder pendant l'organe suffisamment. en vie, notamment avec un système externe de traitement du sang, par exemple, ou pour les reins, les systèmes de dialyse. Ouais. Donc, non, ça reste relativement. La partie greffe de la médecine est quand même relativement récente. Ouais. Alors, les Cybermen sont un succès pour The 10th Planet, Mhm. enfin avec The 10th Planet, pas autant qu'avec les Daleks, Oui. faut pas se leurrer, hein, mais vraiment quand même très bon. Oui, il marque, quoi. Ouais, il marque. Donc, même saison, Keith Pedler écrit un deuxième scénario qui cette fois-ci s'appelle The Moon Base. Oui, donc avec le deuxième docteur cette fois-ci. Voilà, le retour des Cybermen, cette fois-ci Mhm. ils attaquent la Lune. Pourquoi Et pas? la particularité, c'est que sur la Lune, il y a un appareil qui permet de contrôler le temps, mais Le dans climat, le sens ouais. le climat sur Mhm. Terre, qui est très important pour la Terre. Donc, la Terre est mise en danger à partir du moment où les Cybermen commencent à foutre le bordel avec ce truc. Mhm. Surtout qu'ils contaminent en fait les membres de l'expédition, enfin les membres de la base Oui. avec un espèce de virus qui les contrôle. Chose particulière dans The Moon Base, les membres de la base sont de tout un tas de nationalités différentes. Oui, C'est assez effectivement, c'est intéressant. D'ailleurs, multiculturel. il y a un Français. J'ai oublié son nom, mais l'acteur en fait jouera après dans Les Panthères Roses de Blake Edwards. C'est vrai? Il apparaît. C'est celui qui fait l'adjoint du Oui, commissaire Dreyfus. oui, je vois. Du commissaire Dreyfus, Ouais, hein. ouais. Donc c'est celui qui regrette toujours enfin qui fait des bourdes et qui envoie Clouseau là où il faut pas. Pas D'accord. celui qui est l'adjoint de Clouseau. D'accord. Et qui a un accent français d'ailleurs. L'histoire, je sais plus si elle est vraiment un succès. En tout cas, il continuera après, toujours avec le deuxième docteur, puisque sa troisième histoire, ce sera The Tomb of the Cybermen. Ah, qui est excellente, hein, Qui- et qui est souvent, d'ailleurs, très souvent conseillée aux nouveaux docteurs. aux nouveaux C'est vrai. docteurs, ouais. C'est une histoire qui avait été conseillée à Matt Smith. Oui, et aussi à Ncuti Gatwa. Ncuti Gatwa, parce que ça fait, en fait, c'est probablement l'une, si ce n'est la meilleure histoire du second docteur, en fait. Oui, oui, Parce oui, qu'elle oui. est vraiment très très Et- bonne. Il y a d'autres histoires que je trouve aussi excellentes pour le second docteur, mais il y en a tellement peu qui ont survécu que... mais ce qu'il y a, c'est que Tomb of Cybermen, elle est assez moderne, Oui. assez rythmée, Oui. pas trop longue. Et c'est Elle une existe Cyberman. en entier. Ouais, elle existe en entier. Tomb of the Cybermen, cette fois-ci, intègre des éléments sur la cryogénie, puisque les Cybermen, en fait, sont cryogénisés dans leur propre tombe en attendant qu'on les réveille. Ouais, Et c'était tout un machin à l'époque, la Ouais. cryogénie. Désolé de vous décevoir, d'ailleurs, Walt Disney n'a pas été cryogénisé. Non, a priori, non. Non. Pas que je... Il n'est pas non plus enterré sur le parc. Non, non plus. voilà. Non plus. Comment Il y a toujours d'ailleurs, plein de rumeurs. il y a quelque chose dont on a oublié de parler pour The 10th Planet, Oui. c'est que le truc de départ de The 10th Planet, c'est qu'il y aurait une 10e planète dans le système solaire. Oui, ça c'est quelque chose, oui. Oui, qui serait un peu la jumelle de la Terre, mais de l'autre côté. Oui. C'était déjà quelque chose qui était très souvent utilisé en science-fiction. Oui, notamment le film Doppelganger. Oui, Doppelganger Ou Journey to the Far Side of the Sun, ça dépend duquel titre vous voulez utiliser. En français, c'est Danger Planète Danger Inconnue. Planète Inconnue, oui. Ou Au-delà du Soleil Oui, en c'est Belgique. ça, en Belgique. Voilà. Donc c'est un des films de Jerry Anderson. Le deuxième, en fait. Le deuxième, oui, il est très bon. Et le premier vrai gros film de Jerry Anderson. Enfin, avec des acteurs réels. Oui. Parce qu'il avait entre-temps fait Mais il y a que- les deux films Il y a Thunderbolts. Oui, mais il y a Crossroad to Crimes aussi. Oui, ça c'est son premier film son avec premier acteur. vrai film, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui, c'est un très bon film où effectivement on découvre qu'il y a une planète. Et De l'autre côté et on du envoie soleil, on envoie des quelqu'un. astronautes pour essayer de comprendre. Ça se passe bizarrement. Oui. Très Je pense que c'est le seul résumé que je pourrais vous faire là pour l'instant. Oui. Très intéressant, très bon film. Bonne maquette. Très bonne maquette. Bah, Très c'est bonne. du Jerry Anderson et c'est du Derek Meddings. Ouais, donc ça peut pas être mauvais niveau maquette. Honnêtement, si vous voulez, je crois que c'est dans ce film-là que j'ai vu
l'une des meilleures maquettes de fusée qui décolle. Ah, mais oui, on dirait une vraie fusée Oui, qui on dirait décolle. littéralement une vraie fusée. Je sais. Le mouvement qu'elle prend, Et les flammes, en fait, la vitesse de l'éjection des Oui. flammes et oui. Je Bah, dirais, les gaz comment... est extrêmement réaliste. Je dirais 9,9999 sur 10 sur l'échelle de 2001 l'Odyssée de l'espace. Ouais, C'est clairement. fusée extraordinaire. Donc on est en train de dévier. Donc la 10e planète. Ouais. D'ailleurs, C'est il y a un... Comment? Il y a une... Maintenant que j'y pense, il y a une... Il y avait un magazine Il y a qui un magazine s'appelait qui s'appelle Dixième Dixième Planète. Planète. Il Il a s'appelait, fermé. ouais. Un magazine de figurines. Et oui, et quand même lié à la science-fiction un peu, Ouais. hein. Mais du coup, en fait, c'est une thématique de science-fiction super à la mode à une certaine époque, qui imagine qu'il y a une autre planète dans le système solaire. C'était dû au fait qu'il y avait une incohérence globale dans les calculs qu'on faisait, entre ce qu'on observait du mouvement des planètes et De ce qu'elles étaient censées faire. étaient supposées faire avec les connaissances qu'on avait actuellement. À ce moment-là, en fait, la masse de certaines planètes avait été peut-être mal calculée, en fait. Et du coup, les mouvements semblaient illogiques par rapport à la masse qu'on pensait. Donc on se disait, ah ben oui, ben, il y a une autre planète quelque part, mais elle est cachée, on la voit pas. Et c'est pour ça qu'il y a un problème de masse. Non, c'était juste que Jupiter était plus grosse qu'on le pensait, ou ce genre de choses, tu Ouais. vois. Et, mais ça a été une hypothèse qui est restée super longtemps. C'est une hypothèse qui est restée... Il y a tout plein d'hypothèses comme ça qui sont restées longtemps, notamment le fait que Mercure est en rétrograde. Sous-entendu, elle avance puis elle recule. Mais non, c'est juste le mouvement par rapport à notre planète et notre mouvement à nous qui fait qu'on a l'impression qu'elle avance d'abord dans le ciel puis qu'elle recule au long de Oui. l'année. Ou alors, il y a des canaux sur Mars. Non, il n'y a Parce pas de canaux sur Mars. Mais justement, c'est ce que je dis. C'est Oui, une, oui. Mais c'est parce maintenant on a la possibilité de voir beaucoup mieux sur Mars aussi. Oui, C'est- mais de loin à la lunette astronomique, on dirait vraiment qu'il y a des canaux et que c'est linéaire et tout, alors que c'est juste l'écoulement des eaux, en fait, a priori. Oui, mais ça c'est mais parce que les c'est- premières images de Mars, en fait, c'est quoi? C'est 67? Oui, tout à fait. Et c'est pas pour... Oui, d'ailleurs, non, ça date même d'avant, parce que les premières images... Les premières images de Mars sont arrivées au moment où Captain Scarlet a été produit et diffusé. Oui, Parce que Jerry Anderson a fait en sorte que les mystérons sur Mars soient invisibles, spécialement pour justement ne pas être rendus abscons par les photos. mais ça, c'est les premières images précises, parce que Oui. les Oui, images on en par avait lunettes avant. astronomiques... en fait, c'est par les lunettes astronomiques qu'on voyait Les les canaux, canaux. Et c'est avec les images, notamment de cette époque-là, à Par l'époque satellite, Captain Scarlet, que on s'est rendu compte que non, il n'y avait pas de canaux. Hmm. Et notamment, une partie des chroniques martiennes de Ray Bradbury part du principe que oui, il y a des canaux. Ah oui, 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 oui. Ouais, Donc, c'est un très bon bouquin. Même. Très bon bouquin. Donc oui, il y avait des idées comme ça, des grandes théories, et ça tombe, il y a des grandes théories qu'on a actuellement sur certaines choses, sur certaines planètes, qui en fait ne seront pas du tout le cas. Mm. Qui finalement seront vues dans 50 ans, seront vues en disant « Ah bah ouais, mais non, en fait, Non, c'était c'était pas bidon, ça, oui. c'était bidon. » C'est ça. Bah, comme tout, la science avance et... La science, ça évolue. Mais du coup, oui, avec cette pensée générale de 10e planète, c'est un truc qui a été souvent réutilisé en science-fiction. Donc, par la suite, Kit Pedler va pas vraiment réécrire pour Doctor Who. Enfin, il va quand même proposer plusieurs scénarios, notamment The Invasion, qui est aussi une histoire de Cybermen. Tout à fait. Mais le scénario sera globalement réécrit par Derek Sherwin. Mhm. Très bon scénario, donc on en parlait aussi dans le précédent segment, puisque certains éléments, ça se passe sur Terre avec un magnat d'une grosse société, International Electromatics, qui essaye de fomenter l'invasion des Cybermen sur Terre, quoi. Oui. Et aussi, il écrira une autre histoire, c'est bien sûr The Wheel in Space, Mhm. qui est normalement, si je dis pas de bêtises, la première histoire de Zoé. J'ai un gros doute, mais il me semble que Zoé apparaît justement dans cette histoire. Et le scénario sera, lui, cette fois-ci, réécrit par David Whittaker. Ah oui. Qui n'était bien sûr plus script éditeur depuis pas mal d'années maintenant. Mais, mis à part ça, après, il n'écrira plus pour Doctor Who. Mhm. D'ailleurs, les Cybermen ne vont pas apparaître avant C'est bien un dans bon Wheel in moment. Space qu'elle apparaît, Zoé. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Ne vont pas apparaître en fait pendant pas mal d'années. Oui. Après Trocton, en fait, ils vont quasiment disparaître.
les Cybermen. Ouais. Ils feront juste un petit coucou dans... mince. Five Doctors. Non, même Non, pas. ils Non, vont avant, avec même. face à Pertwee, ils vont faire un tout petit coucou, un petit caméo dans Carnival of Monsters, Oui. oui, puisqu'ils sont dans le miniscope. Et Ah oui, mon Dieu. Pertwee ne les rencontrera jamais en fait durant la Oui. série d'ailleurs. Et Tom Baker. Et Tom Baker va les rencontrer à partir Oui. de Revenge of the Cybermen, donc Tout à déjà fait. ils avaient Je sais disparu. pas pourquoi je pensais à Five Doctors. Et mis à part ça, après, ils vont aussi disparaître pendant un certain temps et ils vont revenir avec le 5e et Oui. 6e Docteur Mhm. et aussi face au 7e. Mais ils seront très légèrement différents par rapport à la manière dont Kid Pedler les avait caractérisés. Ils vont devenir un peu plus ridicules, un peu plus émotifs aussi. Oui. Bref, ils vont pas évoluer des masses. Mais il faut savoir que par exemple, pourquoi est-ce que les Cybermen sont si présents durant la période du 2e Docteur ? À ton avis? Bah, parce que Kid Pedler était travaillé avec eux. Non, bah, je sais c'est pas. parce que Terry Nation avait retiré les droits des Daleks. C'est ça. Juste c'est ça. pendant. Il y a 2 ans où Terry Nation retire les droits à la BBC d'exploiter les Daleks. Ça va jusqu'à la possibilité de vendre des histoires précédentes avec les Daleks à d'autres chaînes de télé. Ah mince, oui. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'histoires du début, enfin en tout cas, comment ça s'appelle déjà? La première histoire du second Docteur avec les Daleks Oui. n'a quasiment pas été diffusée dans beaucoup de pays malgré qu'elle a été vendue. C'est parce que c'est pile poil à ce moment-là que Terry Nation retire les droits. Et de ce fait, The 10th Planet et The Smuggler ne seront plus vendus aussi à l'étranger puisqu'il n'y a plus l'histoire de Daleks. Bah non. Donc ça pose aucun problème. Et en fait, Ce qui provoque finalement la disparition de certaines de ces histoires-là. Oui. Et donc les Cybermen, durant les années 60 et durant la période du second Docteur, sont en fait là pour remplacer les Daleks. Mhm. Mais ils n'auront jamais le même aura. Ils Non. auront ça va être quand même un des ennemis les plus connus après les Daleks, les Cybermen, clairement. C'est toujours eux qui viennent en deuxième. Hein. C'est Après, toujours dans la eux qui nouvelle série, je pense que les Anges Pleureurs les ont dépassés. Les Anges Pleureurs les ont clairement dépassés, oui. En aura, on va dire. Je dirais même Parce que les Cybermen font... Allez, on peut se dire qu'actuellement, les Daleks se font un peu ridicules, mais ils ont un design Ouais. qui passe, quoi. Et puis ça reste les Daleks, quoi. Voilà, il y a des gens qui aiment pas Doctor Who mais qui aiment les Daleks. Voilà, et surtout, son design, à la fois, il fait vintage, mais il fait intemporel. Alors Ouais. que les Cybermen, ils sont déjà un petit peu plus ridicules. Surtout, quoi. nouvelle série, maintenant, c'est des robots, quoi. Voilà. Donc ils sont un peu plus... En fait, ils sont encore plus enfermés dans leur style que je trouve que dans la série classique. Oui, il y avait des choses un peu différentes. Ouais. Enfin, mais oui, je pense que les anges sont vraiment devenus des méchants beaucoup plus iconiques que les Cybermen, en tout cas dans la nouvelle série. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme méchants vraiment iconiques? Les Siluriens, ouais, non, ils passent pas souvent, en fait. Dans la série classique, c'était les Ice Warriors qui étaient en 3e en général. Ah ouais? Ouais, parce qu'ils apparaissent quand même. Pas si souvent que ça, mais en fait, ils avaient aussi une aura à cause de leur stature. Oui. Donc les Ice Warriors, c'était pas loin derrière. Dans la nouvelle série, même si c'est techniquement un méchant classique, les Sontariens. Ouais, les Sontarans. Ah bah, il y a dans la série classique aussi, mais Oui. ils sont arrivés plus tard, quoi. Ils sont Oui. pas arrivés avec le 4e Docteur. Mhm. Non, 3e Docteur. Je me donne de réfléchir. Oui, sinon, ou alors c'est vraiment des trucs ponctuels, mais qui ont beaucoup marqué. Genre les Vachlan et Radar, on les voit qu'une fois, mais Ils ont marqué. ils ont marqué, ouais. Ouais. Donc, Kid Pedler, Ouais. il est connu pour les Cybermen, Mhm. mais il est connu pour une autre chose à la télé anglaise. Oui, tout à fait. Une série qui s'appelle Doomwatch. Exactement. Alors, si vous êtes dépressif, si vous êtes assujetti à ce genre de pensée négative, ne regardez pas Doomwatch. Oui, je pense que j'ai vu le premier épisode. Pour l'instant, ça m'a suffi. Pour l'instant. Je Non. regarderai la suite, mais... En fait, Doomwatch, c'est une série qui est absolument géniale puisque ça parle d'une équipe de scientifiques qui sont là pour étudier les expériences scientifiques qui ont merdé. Voilà, Et alerter un peu. c'est littéralement de l'anticipation dans le sens... C'est de la fiction-science. Ou la science-fiction, mais vraiment avec la Dans le science... sens, oui, dans le sens anticipation. Voilà, mais surtout avec la science comme objectif et comme, on va dire,
lentille pour regarder l'histoire. Oui, c'est ça. C'est très bizarre comme exprimé, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Oui, j'espère. Et globalement, Doomwatch, c'est ce qu'on appelle à l'heure actuelle des lanceurs d'alerte. C'est un peu ça, ouais. C'est littéralement ça. Le premier épisode, ça concerne la création en fait d'une enzyme, enfin d'une bactérie qui est censée dévorer les microplastiques Oui. pour nous débarrasser du plastique. Oui, ce qui est à la base est une très bonne idée, Et je notamment pour crois que les c'est océans. et Tu je vois. crois que c'est quelque chose qui est déjà Réfléchi réellement actuellement, non ouais. mais qui est réellement développé et qui existe plus ou moins, Peut-être. mais qui n'est pas efficace et qui Non. enfin qui n'est pas développé. Mais je crois que c'est quelque chose quand même. Il me semble que j'ai déjà vu passer un article qui parlait de ça. Après, est-ce que c'est développé? Est-ce que ça existe réellement? Ça dépend. Comme Est-ce tu que veux. l'article venait de Science et Vie avant ou après le rachat? J'avoue que je ne sais plus. C'est un article Topito. Ah, c'est peut-être ça. mais donc le truc c'est que la bactérie s'échappe du laboratoire, Oui. se retrouve dans un avion et dévore toutes les gaines électriques de l'avion. Oui. Et l'avion se crache. Oui, Et c'est un peu donc gênant. les scientifiques de Doomwatch se retrouvent un peu envoyés pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a causé l'accident. Mhm. Et c'est très très intéressant. Le troisième épisode, c'est littéralement sur un problème de rats dans les égouts qui, après s'attaquait à peu près à tout ce qui est à quatre pattes, maintenant s'attaque aux humains. Euh, Figurez-vous qu'à Paris, alors je dirais pas qu'il y a des rats qui attaquent les humains, mais en tout cas les rats n'ont pas spécialement peur des humains Non. à Paris. Il y a un gros problème à ce niveau-là, qui vont pas régler d'ici les JO de toute manière, mais Non, c'est mais dû au fait. rien de réglé d'ici En fait, les c'est JO. c'est dû. Même les JO, ils seront pas réglés d'ici les Non, JO. c'est clair, c'est dû au fait principalement aux destructions massives de vieux bâtiments Oui. et aux constructions nouvelles qui fait que ça délocalise les populations de rats dans Paris et ils se réfugient en fait. Et il y a une invasion. Ma mère habite à Paris et je peux vous le dire, c'est pas au point qu'on marche sur un tapis de rats, hein, mais toi aussi tu l'as vu, Oui. mais on voit des terriers partout, enfin il y en a beaucoup. Dès qu'il y a un peu de terre, ça y Dès est. qu'il y a un peu de terre, il y a un trou. Dès qu'il y a un petit terrain vague. Ouais, c'est clair. C'est un gros problème. Moi, l'autre jour, j'étais dans la rue en pleine journée et j'en ai vu croiser deux à peine 100 mètres de décalage. Je les ai vus, ils m'ont regardé, je les ai regardés, ils m'ont regardé, je leur ai dit bonjour. C'est à, très ce- à ridicule. ce niveau-là d'évolution, tu te dis, faut être poli quand même. Voilà, faut être poli. Je sortais d'un parking en plus à ce moment-là. Mais donc, Doomwatch, excellente série. Malheureusement, beaucoup d'épisodes qui manquent. Oui. Il y a une saison qui est complète, je crois que c'est la saison 2 qui est complète, mais la saison 1 et 3 sont qui est complètes. J'ai un doute, j'ai pas le DVD sous la main, donc je pourrais pas vous dire. Il y a un seul DVD qui a été édité et la qualité d'image est ok, mais sans plus. Ok, Il y a tiens. il y a un bonus dessus, un C'est bon pas- documentaire C'était pas un dessus. DVD Network. Non, Ah, pour le coup, non. Et malheureusement, c'est une série qui a un gros défaut à l'heure actuelle quand on la regarde. Mais un gros défaut. Et c'est quand même un Ouais. défaut dont ils étaient conscients à l'époque et qu'ils ont corrigé au fur et à mesure des 3 saisons. c'est un tout petit peu sexiste. C'est un tout petit peu sexiste, c'est un tout petit peu machiste parce que l'équipe de scientifiques est composée que d'hommes. La seule femme que vous voyez dans l'équipe, c'est la secrétaire. Elle fait le Et café, l'un quoi. des personnages est un womanizer. Enfin, Ouais. il drague tout ce qui bouge. C'est C'est un peu lourd. C'est un peu lourd, ça passe. Il y a une écriture. En fait, le problème de Doomwatch, c'est que maintenant, quand on les regarde, les scénarios sont très bons parce que ça te pose des réflexions sur certains sujets qu'on a réglés quand même depuis, d'autres non, surtout sur la pollution. Mais d'un autre côté, il y a une écriture en fait qui est maintenant datée. Oui. Et c'est ça le problème. Et surtout, c'est en plus une production BBC et une production BBC studio. Un poil En fauché. studio, donc c'est pas que c'est fauché, mais c'est du même niveau que Doctor Who. Voilà, Donc c'est ça. Donc ça c'est. sent que c'est, tu vois, et maintenant, ça paraît fauché, ça ne l'était pas à l'époque, Non. mais ça paraît fauché. Mais disons que par rapport à ce que ITV faisait à la même époque, Ouais, c'était ça dépend. moins qualitatif. c'est Ça dépend, parce que ITV faisait la même chose. Oui. Ça dépend vraiment de l'argent qu'ils mettaient. Et ce sera vraiment que vers la fin des années 70, début 80, qu'ils vont commencer à foutre de l'argent parce qu'il y aura des boîtes comme ITC qui vont Oui. mettre de l'argent. Mais sinon, ITV faisait à peu près la même chose. Donc, Doomwatch est coécrit et co-créé par Jerry Davis et Kit Pedler. Mhm. Ils vont travailler. Donc c'est toujours le même duo. Voilà. Qui s'entendait Ils toujours vont très bien. travailler concrètement que sur les 2 premières saisons. Mhm. La 3e saison, c'est pas eux qui vont vraiment travailler dessus. La série s'arrête au bout de 3 saisons. Et après ça, Kit Pedler va
se retirer un peu de la télé, dans le sens où il va toujours participer à des émissions scientifiques principalement. Voilà. D'ailleurs, en 81, sa dernière émission, enfin sa dernière participation à la télé, c'est pour une émission qui s'appelle, alors je vais la retrouver. Euh, Mind Over Matters? Ouais, Mind Over Matters, qui est sur les pseudosciences, mais exactement sur la Oui. psychokinésie, ce genre de choses, qui est Et maintenant complètement débunké. oui, Mais... ce qu'il y a, c'est que c'est le virage de Kit Ouais. Pedler au moment donné. En fait, j'ai un peu lu sa biographie. Enfin, en tout cas, j'ai lu l'introduction. Mais non, mais elle est énorme. Et en plus, je suis content d'avoir la biographie. La biographie s'appelle Cyberman, The Quest for Kid Peddler. Alors que l'un de ses livres les plus connus, c'est The Quest for Gaia. Voilà. Donc, Ah, c'est un jeu de mots Gaia. là-dessus. Et en fait, grosso modo, ça parle de l'évolution de Kid Peddler qui est passé donc d'un scientifique, puis progressivement un peu un lanceur d'alerte, pour finir un peu un scientifique New Age qui essaye un peu de renouer ses liens via des explications scientifiques avec la Terre, mais avec un espèce de discours un peu, comment on appelle ça? Mystique? Mystique, oui. Oui. Il y a un espèce de discours mystique. Et tout ce qui entoure Gaia, New Age, tout ça, c'est très mystique. Et c'est globalement. aussi très pseudoscience. Oui. Euh, Bah, disons que ça serait le grand plaisir de la plupart des Z de Ouais. débunker ça. Quoi. Ah oui, oui, ça c'est clair. Tout à fait. Et en fait, il va écrire deux gros bouquins. Donc The Quest for Gaia, qui est un bouquin sur l'écologie, grosso modo. Mhm. C'est ça qui, pour le résumer, c'était ça. J'aimerais bien l'avoir. Il est difficilement trouvable, mais on peut encore le trouver à pas trop cher, mais c'est pas ultra facile. Bah, disons qu'il faut le faire venir d'Angleterre. D'Angleterre quoi. obligatoirement, oui. Je pense pas que ce soit un livre excusez-moi, qui a été traduit. En tout cas, je n'ai jamais vu de titre français, mais si ça se trouve, c'est possible parce qu'il y a eu toute une époque où là, en France, on publiait aussi beaucoup de ce Oui. genre de bouquins, donc c'est pas impossible. Et son deuxième livre, en fait, qui est lui le plus critiqué, qui est Mind Over Matter, A Scientific View of the Paranormal. Voilà, donc Et- il a fait non, qui est inspiré d'ailleurs de sa série. Hein. Oui, qui est inspiré de sa série et c'est du bullshit. Voilà. Alors, avant ça, il a quand même réussi à adapter, du coup, ce premier premier épisode de épisode, The Watch dont on parlait tout à l'heure avec la bactérie mangeuse de plastique, il l'a adapté en roman, apparemment. Oui. Oui, Mutant 59, The Plastic Eater. Ouais. Parce que c'était globalement. Faut savoir que le premier épisode de Doomwatch a fait les gros titres. Ah, c'était faut À dire, l'époque, c'était très bon. il hein. a marqué. Il a fait la couverture du Radio Times à l'époque. Ah ouais. Donc il a marqué. Donc c'est normal qu'ils aient adapté leur scénario. Ils l'ont développé d'ailleurs. Parce qu'en fait, le livre n'est pas une adaptation de Doomwatch. Ouais, c'est pas la novélisation. quoi, Voilà, c'est pas une novélisation. Ils l'ont développé. Il est plus épais. Ils vont un peu plus loin. Et Doomwatch d'ailleurs a le droit à un film qui existe en français, qui a été édité Ah, en c'est vrai. DVD Blu-ray en Oui, français, tout à fait. et qui n'est pas non plus lié à la série. D'accord. Donc tu peux le voir sans voir la série. C'est un dérivé, et c'est intéressant, c'est une île Mhm. où des pêcheurs, enfin l'île commence à avoir des problèmes, Mhm. parce que les pêcheurs en fait commencent à avoir des problèmes, parce que les poissons commencent à être, empoisonnés par des déchets. Oui. Et les habitants de cette île commencent un peu à muter. Ah ah Donc on est dans la science-fiction, mais on n'est plus dans la science-fiction dure comme la série pouvait être en fait. Oui. Donc on commence un peu à être dans un mix avec Lovecraft. Oui, En fait, voilà. parce il y a un peu ce côté l'abomination de Dunwich, je crois. Ah, d'accord, oui. Il me semble. À ce point. Parce que je crois que l'abomination de Dunwich, c'est aussi une histoire de pêcheurs qui vénèrent en fait une créature. Oui, c'est ça, je crois. Je crois que c'est celui-là. J'ai un gros doute. Mais en tout cas, ça fait un peu Lovecraft. Euh, Donc pour revenir un peu sur la seconde vie de Kim Pedler, en fait, il va de plus en plus s'orienter vers l'écologie, même si en fait il n'utilisait pas le terme à l'époque. Oui. Et d'après d'ailleurs l'auteur de sa biographie, il n'aurait pas forcément apprécié qu'on le catalogue d'écologiste. Parce que c'était un peu, tu sais, c'est toujours un peu utilisé comme étant une insulte en fait d'être écologiste par certaines personnes, tu vois. Ah bon, Oui, ok. dans le sens, tu sais, parce que c'était aussi Ah, bobo écolo, quoi. ouais, et puis c'était aussi la période, tu sais, où on commençait à manifester, il commençait à y avoir Greenpeace qui Oui. menait des actions contre, Oui, 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 je vois ce contre que les tu veux grosses dire, compagnies.
Faut pas oublier que Greenpeace était critiqué par tout un tas de gens de dire qu'ils militaient pour l'écologie et puis ils utilisaient un bateau qui était enfin, qui était une poubelle quoi pour aller militer, qui a Oui. été coulé d'ailleurs. Euh, Ah oui, c'est vrai. je Je me me demande souviens d'ailleurs de cette si histoire. je me demande C'était d'ailleurs pas si le c'était pas Rainbow machin? le Rainbow Warrior. C'est ça. Oui, le Rainbow Warrior. Et donc le problème de Kid Pedler, enfin, Kid Pedler a une bonne aura dans le sens où il a fait un super travail pour Doctor Who, mais en dehors de ça, en fait, il a ce côté de pseudo-scientifique. En fait, il a mal tourné dans le sens où il s'est tourné plus vers des croyances que finalement des trucs affairés par la science. Voilà, Il a essayé clairement du d'explorer. New Age. Ouais, quoi. du New Age. Et c'est ça qui est un peu le problème. Ouais. C'est ça qui est un peu le problème. Et d'ailleurs, c'est marrant de savoir, mais l'un de ses deux enfants, donc Oui. une de ses filles, est devenue architecte écologiste, Oui. spécialisée dans l'éco-conception, enfin de quartiers, de bâtiments, tout ça, pour faire des bâtiments voilà, Bah, écologiques. en fait, apparemment, c'était un de ses projets. Kid Pedler lui-même travaillait sur un projet le long de la Tamise, Ah oui, de similaire, en fait. ben, une de ses filles l'a Oui, concrétisé. c'est ça. Et l'autre est devenue auteur, apparemment. Voilà. Autrice. Autrice, pardon. Oui, désolée. C'est vrai, et en plus c'est moi qui insiste d'habitude là-dessus. Oui. Euh, mais je ne... Comment... On a très peu d'infos sur sa famille. Ouais, assez peu d'infos. Apparemment, il avait épousé une Pédopsychiatre. pédopsychiatre, Ouais. voilà, Mais c'est le on mot. n'a même pas son nom. En fait. Sa fille est aussi psy. Ouais. Mais... comment... Elle a fait quelques romans, mais... dont un truc qui s'appelait Monster Love. Apparemment, qui a eu beaucoup de succès. Oui. Qui a été très bien. Oui, qui a eu un prix apparemment. Bah, en tout cas, c'est un roman qui a une page Wikipédia, donc c'est Ouais. pas forcément le cas de tous. Et ça a été célébré par la critique à l'époque. Donc, D'accord. Ok. Bon, enfin. Ouais. Donc il a laissé quand même une empreinte. Kid Pedler est toujours mentionné dans les crédits quand les Cybermen apparaissent. Ouais. Et Jerry Davis d'ailleurs aussi, puisque Mhm. techniquement ils ont créé à deux, puisqu'ils sont auteurs de Co-auteur, oui. co-auteurs. Je vous conseillerais bien d'acheter la biographie de Kid Pedler, même si je ne l'ai pas encore lue, mais parce qu'elle est de nouveau disponible. Elle date en fait. Oui, Enfin, elle c'était date. une plus ancienne. Mais il y a eu toute une période où elle n'était pas disponible et le seul moyen c'était de la louer sur Internet Archive, puisqu'elle n'était Oui. pas disponible en téléchargement, il fallait obligatoirement la louer. Oui, c'est un très bon système de Internet Archive, mais après, ça peut être un peu casse-pied. Oui, surtout Mais qu'elle est épaisse. Elle est épaisse, tout ça. On peut les louer que pendant 1 heure, mais renouvelable. Sauf si quelqu'un la demande en même temps. Donc, parce Ouais. que voilà. Un peu comme un système bibliothèque, quoi. Mais il faut lire sur un écran. Voilà. Ouais, c'est ça qui c'est est- quand même un c'est- défaut à Moi, ce j'aime niveau-là. pas. Et j'ai t'aimes mis du pas temps avant de. Bah, je cherchais en fait l'édition originale parce que je ne savais pas qu'il avait été réédité. Et en fait, il a été réédité dans une édition collector limitée à 500 exemplaires. Mais je l'ai commandé assez tardivement et j'ai le numéro 195 ou un truc dans le genre, donc Oui, je me dis donc qu'il n'y a pas grand monde qui Voilà. l'a acheté. À mon avis, je crois que les 500 exemplaires ne sont pas encore vendus. Je pense pas, je sais pas. C'est Phantom Publishing qui l'édite. Je sais pas encore trop ce que vaut sa biographie, mais je sais qu'elle revient quand même assez en détail sur le personnage. C'est à peu près tout ce qu'on a à dire, en tout cas sans rentrer vraiment dans plus son côté. Enfin, ça dérive vers les pseudosciences. Et il y a un autre roman qui s'appelle The Dinosaur Menace. Et c'est de Kid Pedler et Jerry Davis. Ouais, je crois que c'est la suite un peu de Mutants. Ah, C'est peut-être, en oui. tout cas un des trucs qu'ils ont écrit à deux I après. Never Met Her. Là, en fait, je suis en train de regarder Et, sur World of Books. Oui, mais je vois ce que c'est. En fait, c'est aussi tiré d'un épisode de Doomwatch. Même chose, Brainrack, je crois que ça vient du Doomwatch. Ouais. Brainrack, il y en a 2. Voilà. Mais voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur Kid Pedler indirectement, parce que sur sa vie, en fait, il y a des trucs à dire, mais c'est encore du radotage. Quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. Bon, et on va pas non plus épiloguer sur le fait, bah oui, c'était New Age, quoi. C'est ça, on l'a fait dans notre précédent enregistrement, on s'est dit que c'était une mauvaise idée. Bah, disons qu'on est parti vraiment dans une très longue explication, quoi. C'est ça. On a vraiment dérivé, donc Ouais. bah, c'était pas plus mal qu'il n'y ait pas eu d'enregistrement finalement. Oui, finalement, oui. Bref, rendez-vous au prochain Gaïcast. D'ici là, inscrivez-vous à notre Patreon, parce que si vous êtes inscrit pour 5 euros,
eh ben, vous avez eu la possibilité d'écouter ce Gaïcast en avance. Tout à fait. Voilà. Et 2 semaines à l'avance, je pense. voilà, n'hésitez pas à le faire. Oui, 2 semaines en avance. Ça permet de soutenir le serveur, ça permet Mhm. de nous soutenir nos projets, et on se met vraiment rien dans nos poches. Non, vraiment, pour l'instant, on dépense plus d'argent pour faire tenir Galifrance et faire vivre Galifrance que de ce On qu'on gagne. investit. Oui, On investit, mais c'est surtout qu'en fait, c'est pour l'association, donc c'est pour la vie associative, et c'est aussi ce qui va nous permettre de vous proposer plein de trucs cette année. oui. En plus de ce qu'on investit nous-mêmes. Et aussi, bah, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, suivez ce qu'on va faire de toute manière, partout, 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 partout. Cet après-midi, vous l'avez peut-être déjà vu si Ça ça m'étonnerait. sera prêt. Je suis même pas sûr qu'on le sorte, à mon avis, il est sur le Patreon. Si vous êtes inscrit sur le Patreon, vous l'aurez probablement vu, mais C'est une toute petite vidéo qui présente Waterstone à Bruxelles, donc Voilà. l'un des seuls endroits où on peut acheter notamment le Doctor Doctor Magazine. Magazine, ouais, Voilà, voilà. c'est ça. Donc c'est juste une petite vidéo sans prétention. Mais c'est pas comme ça qu'il faut se vendre. Ah, mais non. C'est une super c'est vidéo, une faut super absolument vidéo, toutes faut que aller vous la ayez le voir. Mais oui, voilà, c'est Voilà. comme ça qu'on. C'est ça, exclusif. Non, ça ne Euh, sera pas, mais elle Et en sortira plus pas de après suite, on en fait. boit un bubble tea, c'est trop bien. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est juste qu'elle va pas sortir tout de suite sur la chaîne YouTube parce que c'est un test qu'on a fait Oui, avec le oui, matériel. on voulait voir si les micros fonctionnaient. Bref, rendez-vous au prochain Gaycast et puis bah, va vous. Vavoum.